Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude, puisque d'habitude, je suis plutôt sur la tech. Et je vais revenir sur un point que j'avais développé il y a un an et demi, sur la gestion de portefeuille par rapport à notre comptabilité. Alors, on m'a beaucoup posé la question de savoir comment je faisais ou comment est-ce qu'on pouvait faire de manière pertinente pour pouvoir gérer sa comptabilité, dans Bitcoin ou même à la limite dans les crypto-monnaies. Et donc, je vais vous partager comment je fais moi de mon côté pour pouvoir finalement avoir une manière de gérer mon portefeuille le plus pertinent, enfin, la plus pertinente possible. Alors, pour ça, je vais me baser sur une vidéo que j'avais postée, comme je disais précédemment, il y a un an. Et puis, je vais surtout m'intéresser à la partie à partir de 12 minutes. En fait, ce qu'il se passe, c'est que j'avais expliqué comment faire pour aller choper des informations sur le prix de certaines crypto-monnaies via différents sites. J'avais proposé 4 ou 5 stratégies. Et il se trouve qu'en fait, au final, depuis un an et demi, je n'utilise qu'une seule stratégie, qui va être une requête API à un site qui s'appelle CoinMarketCap, que vous connaissez certainement déjà. Donc je vous expliquerai comment est-ce qu'on pourra faire ça, mais en fait en réalité cette requête c'est déjà expliqué dans cette vidéo-là, et surtout je vais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que c'est plus pertinent de le faire directement soi-même plutôt que d'utiliser une application. Alors il existe plein d'applications qui nous permettent de pouvoir observer l'évolution de notre portefeuille crypto-monnaie ou ce que vous voulez en heure par heure. L'une d'elles est par exemple CoinStats, qui va permettre de gérer quasiment le prix de toutes les crypto-monnaies, y compris de NFT ou de shitcoin. Et en réalité, pour ce faire, on va créer un compte, donc donner des informations personnelles, et ensuite venir se connecter avec l'un des wallets. Alors, le premier problème que je vais souligner, c'est que lorsqu'on se connecte avec un de nos wallets, on va devoir généralement accepter un smart contract. Rien ne vous dit, si vous ne lisez pas de smart contract, que ce smart contract ne peut pas, potentiellement pas être malicieux ou que derrière il ne peut pas drainer votre wallet. Le deuxième truc, c'est qu'un smart contract peut aussi potentiellement être modifié. Et donc par conséquent, si vous acceptez un smart contract qui est à la base non malicieux, qui finalement est modifié et qui devient malicieux, eh bien vous vous retrouvez dans la même situation, c'est-à-dire en situation où potentiellement votre wallet va être drainé. En parallèle, on peut aussi connecter ses comptes Binance, Coinbase, etc. Le souci là-dedans, même si on va utiliser une clé de requête API qui est juste en lecture seule et pas en dépense, c'est qu'en fait, on va donner des informations à CoinStat sur nos portefeuilles. Puis d'ailleurs, c'est pareil pour notre MetaMask ou autre. Autrement dit, lorsqu'on utilise une application comme celle-ci, on va avoir en fait tous nos portefeuilles qui vont être regroupés à un même endroit, avec toutes les adresses, et donc par conséquent, en fait, en somme, toutes les transactions, si on fait une recherche sur un explorateur de blockchain. Et donc, en ce sens, le site possède toutes les informations qui nous appartiennent par rapport à notre portefeuille ou à nos portefeuilles de crypto-monnaies. Et ça, c'était un véritable problème de privacy. Parce que derrière, si CoinStat ou un hacker ou bien un gouvernement décide de faire une requête pour pouvoir accéder à toutes ces informations, eh bien, en fait, tout notre portefeuille revient à être leaké associé à notre identité. Et donc, on n'est pas forcément obligé d'être un hacker pour pouvoir juste vouloir faire attention à sa privacy. Moi, c'est mon cas. J'ai pas envie que les gens, qui que ce soit, sachent combien j'ai sur tel ou tel portefeuille, et donc par conséquent je n'utilise pas ce genre de site. J'ai des copains qui l'utilisent, effectivement l'interface est sympa, effectivement il n'y a pas à en s'embêter, mais ce problème de privacy me semble quand même absolument conséquent. Alors on a la possibilité sur CoinStat, me semble-t-il, de ne pas connecter ses wallets, mais de venir directement à rentrer le nombre de tokens qu'on a acheté, le prix d'achat, etc. Le truc c'est que c'est très bridé du coup, et donc par conséquent on ne peut pas faire tout ce qu'on veut ou avoir toutes les informations qu'on veut. Par exemple le prix moyen d'achat, le multiplicateur, etc. etc. En parallèle, une deuxième application qui permet de réaliser cela, c'est Finari. Alors Finari, c'est pas associé aux crypto-monnaies ou autres à la base. Finari, à la base, c'est associé ni plus ni moins qu'à l'investissement de manière générale, sur des assurances vie, sur de l'immobilier, sur aussi des crypto-monnaies, et donc sur Bitcoin, qui n'est pas une crypto-monnaie, mais bref. Donc en réalité, on a la possibilité avec Finari de pouvoir suivre directement son portefeuille et de ce fait son patrimoine brut. La problématique est relative, enfin, est tout à fait similaire à CoinStat. Et donc du coup, c'est pour ça que je vais vous présenter une solution open source qui va être la vôtre, et vous n'aurez en ce sens pas besoin de passer par une de ces applications. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser trois choses. Déjà, je vais repartir un petit peu de la vidéo que j'avais postée il y a un an, histoire que vous n'ayez pas à la regarder et pour vous réexpliquer juste la partie qui va m'intéresser, puisque j'avais proposé 5 stratégies. Moi, il n'y a que la stratégie numéro 5 qui va m'intéresser. D'ailleurs, c'était la numéro 6. Je vais utiliser un fichier database qui va être mon fichier sur lequel je vais faire mes requêtes
API à l'ensemble des informations de CoinMarketCap qui vont venir en fait automatiquement s'écrire là-dedans. Dans un fichier là-dessus. Donc ce fichier sera partagé, puis vous pourrez le prendre tel quel, le modifier, etc. Et je vais utiliser également en fait un Excel dans lequel je viendrai ici copier-coller mes informations qui m'intéressent. Donc ici en fait les informations de mon portefeuille qui sont juste du copier-coller, qui sont donc offline. Et ensuite, on a notre portefeuille sur la page d'après qui, lui, automatiquement, par rapport aux informations qu'on a mis sur cette page-ci de notre portefeuille offline, et bien par conséquent, va aller chercher combien on a de Bitcoin, notre prix moyen d'achat, etc., etc. Vous voyez vraiment l'idée. Sur notre Google Drive, on n'a pas nos crypto-monnaies, donc notre nombre de jetons, nos adresses, ni quoi que ce soit. On a juste des prix basiques, point, c'est tout. Et en fait, on va venir copier cette page-là de la manière suivante. Une fois que c'est rafraîchi, on va faire CTRL-C. Et ensuite, sur notre page database offline de notre Excel, on va venir sélectionner CTRL-V. Et puis ensuite, on va venir coller. On a tous les prix qui sont désormais collés. Et de ce fait, automatiquement, notre portefeuille vient à se modifier directement. Si par exemple, pour BTC, vous voyez que le prix est à 69 705, et donc du coup, comme j'ai mis qu'on avait ici au total un BTC, la valeur ATM, c'est 69 705. Si, lorsque je viens de faire mon copier-coller, il se trouve que le prix est désormais non pas à 70 000, mais à 138 000, vous voyez qu'automatiquement, on va avoir le prix qui va venir à évoluer. On aura désormais le prix actuel qui sera à 138K. On aura donc 138K puisqu'on a un Bitcoin dans notre portefeuille. Donc voilà un petit peu le fonctionnement qu'on va utiliser, un fonctionnement qui est très simple. Et je conclurai là-dessus en vous montrant un cas d'utilisation. Alors, déjà, débutons avec notre requête. Pour effectuer notre requête, on va donc construire une database, qui est celle-ci, où en fait, on va venir ici rajouter nos informations. Alors, ma nomenclature, c'est la suivante. Dans la première ligne, bon, il y a la date du jour ici, vous voyez, il y aura toujours les formules qui seront ici. Il faut les regarder, les copier. Dans la date du jour, bon, c'est juste histoire de l'avoir, on a en dessous une ligne qui est en grise. Pourquoi? Parce que cette ligne, il n'y a pas du tout à y toucher. C'est le prix, en fait, de 1 euro en USD, ou plutôt du prix d'un dollar en euros. Donc en l'occurrence, 1 dollar c'est 92 centimes d'euros. La raison c'est la suivante, c'est qu'en fait toute ma comptabilité je ne la travaille que en dollars et pas en euros. Et donc du coup, en ce sens, par conséquent, il me faut le prix en dollars. Par suite, on a toute une partie, comme par exemple toutes ces lignes-là, qui est ici en orange. Alors ma nomenclature, c'est que tout ce qui est en orange est quelque chose qui est automatiquement modifié. En fait, il y a une formule type qui vient tout modifier. Donc on n'a pas à s'y intéresser. La partie qui est en rouge, ensuite, elle est un peu particulière. Je vous expliquerai la raison pour laquelle j'ai mis ça dans une couleur différente. Et puis ensuite, on a une partie ici qui est en blanc. Cette partie blanche, en fait, c'est une partie qu'on va venir rajouter à la main si nécessaire, si on le souhaite. En fait, j'ai décidé de rajouter le prix à l'ATH de Bitcoin, d'Ethereum, et ici, du coup, un calcul automatique de ratio pour savoir, en gros, concrètement, par rapport au prix actuel, et bien en fait, concrètement, ce qu'il en sera. Ça, c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de prendre le prix actuellement en dollars, le ratio qu'on a, en fait, par rapport au prix, et savoir un petit peu, tiens, quelle peut être l'évolution. D'ailleurs, je viens de faire une petite bêtise, c'est plutôt, voilà, plutôt l'inverse. Ok, et ok, nickel. Donc ça veut dire que le ratio est de 1,39, donc on peut espérer un prix à 3500 $, vu que l'ATH sur Ethereum était à 4009, d'avoir au final en fait tout simplement un ratio de x 1,39 sur ce coin si le prix d'un Ethereum arrive au niveau de l'ATH d'Ethereum du dernier bull run. Bon, il va falloir aller chercher nos informations. Alors vous le voyez sur les lignes qui sont ici, 6 à 9, j'ai mis le prix de 4 stablecoins, c'est pour ça que le prix en dollars est quasiment de 1 $. Et puis ensuite, on a la max supply, qui est infinie pour l'immense majorité des coins, mais qui ne l'est pas pour Bitcoin. La market cap en question, donc Bitcoin qui explose tout. Et puis ensuite, on a derrière le pourcentage d'évolution sur 1 heure, 1 jour, 7 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Alors déjà, je vais vous expliquer comment on va faire pour pouvoir aller chercher nos informations dans notre feuille numéro 1, qui automatiquement sera complétée, on le fera tout à l'heure. Et ensuite, je vous expliquerai comment on fait pour actualiser cette feuille. Par exemple, si je décide de prendre ce token débile qui s'appelle le WIF, donc qui est un shitcoin, vous voyez qu'il n'y a aucune des informations sur le côté qui ne sont entrées. Donc lorsque je vais rentrer le nom du token, automatiquement ça va aller chercher dans notre database qui est ici un
token qui va s'appeler WIF. Alors vous voyez qu'en fait je fais une requête à ma colonne J qui est le data symbol, autrement dit du coup l'acronyme du token, et on voit ici que le WIF, c'est le dog WIFAT, c'est ici sur cette ligne numéro 32, et on a plein d'informations là-dessus. Alors bon, moi ce qui va m'intéresser en fait, ça va être par rapport à mes requêtes, je vous les explique comme ça, vous pourrez faire les modifications telles que vous souhaitez. Ça va être les colonnes J et K qui vont m'intéresser pour faire ma requête, ou à la limite IJK si vous voulez. Là j'ai utilisé la colonne J. Et puis ensuite, on a plein d'informations qui ne servent à rien, jusqu'à arriver ici à la data max supply qui m'intéresse, en colonne AR. Donc ici, il n'y en a pas, donc c'est l'infini. On peut aller chercher aussi la data circulation supply et la total supply, qui généralement sont les mêmes en fonction des situations et des tokens. On a encore d'autres informations. On a par exemple la chaîne qui est utilisée. On voit que oui, c'est un shitcoin sur Solana. Et puis ensuite, et c'est vraiment ça les données que je trouve pertinentes, c'est d'aller chercher ici en colonne BG le prix, donc qui est de 4,24 $. On peut aller chercher le volume, mais moi ça m'intéresse pas. Et ensuite, on a le volume, on a le percent change. Donc en 1 heure, il a perdu 1,25%. En 24 heures, il a gagné 7,6%. En 7 jours, il a gagné 82,7%. En 30 jours, il a gagné 465%. Et en 60 jours, 1327, etc. Et donc du coup, toutes ces informations, on peut aller les chercher. On peut aussi aller chercher en colonne BP la market cap du coup de ce token. Et puis après, il y a d'autres petites informations, mais qui en l'occurrence ne m'intéressent pas. Donc en fait, pour obtenir les informations du token WIF, ce que j'ai fait, comme j'ai dit, c'est que j'ai cliqué ici, hop, enfin j'ai tapé WIF. Et donc en fait, automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller chercher dans cette feuille-là, et ben tiens, dans la colonne J, est-ce qu'il y a un token qui s'appelle WIF? Oui, il y en a un seul, il s'appelle WIF, donc du coup c'est la ligne 32, et donc dans la ligne 32, il va aller chercher toutes les informations que je souhaite. Et donc vous voyez qu'ici, toutes les informations viennent d'être complétées, rajoutées. Donc du coup, c'est très simple. Ici, j'ai une requête query qui va aller chercher en fait à l'intérieur de ma feuille numéro 1, donc de la feuille 1 de la cellule A2 jusqu'à BY, donc en gros c'est la totalité de ma feuille. Il va aller sélectionner BB où il trouve J. En fait, J c'est quoi? C'est tout simplement du coup la colonne dans laquelle il y a le nom du token. Regardez, la colonne il y a le nom du token. Et en fait, comme du coup dans cette colonne ici, dans la colonne B, je cherche du coup la ligne du token, donc son positionnement dans le classement des crypto-monnaies. Bitcoin est numéro 1 by far, et puis le WIF est top 31, et ben du coup en fait il va aller chercher le nom du token en C12, donc C12 c'est le nom du token WIF, et on le voit juste ici, et ensuite il va aller matcher le nom du token avec la colonne J de feuille 1, donc il va aller chercher du coup WIF là-dedans, ok je l'ai trouvé, WIF il est ici, il va donc prendre la ligne, et il va dans la cellule qui m'intéresse, c'est-à-dire dans la cellule où ici, donc la cellule B12 où il est écrit 31, il va aller derrière sélectionner et afficher la colonne BB de notre ligne WIF. Et donc si je vais sur la colonne BB qui est ici en bleu, et bien on voit que BB de la ligne qui est en bleu, on voit que c'est 31. De la même manière, tiens, je vais prendre par exemple la market cap, on a la même requête query, donc toujours sur notre feuille 1 qui est notre database qu'on a copié-collé, enfin sur laquelle on a fait une requête. On va aller chercher C12 qui est toujours le nom du token, et on va toujours de nouveau aller regarder dans la colonne J de feuille 1 si on trouve C12, donc c'est la même chose. On va aller du coup dans notre colonne J qui est ici, on va chercher WIF, il est là, donc c'est ligne 32. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que pour chercher la market cap, donc ce qu'il y a sur notre colonne G ici, on va aller sélectionner la cellule de la ligne 32 et en l'occurrence de la colonne BP. Donc du coup, on va là-dessus, aller chercher BP, et puis une fois qu'on a trouvé BP, qui est ici, market cap, et bien du coup ça fait 42, 37, 7, etc. Et donc automatiquement ça vient nous écrire du coup la market cap 42, 37, 7, etc. Donc j'ai fait un formatage des noms pour que ce soit plus sympa, mais voilà. On peut décider de rajouter d'autres tokens, on peut rajouter Solana, etc. etc. Vous avez automatiquement votre database qui va ici se compléter par rapport à la requête API qui se fait là-dessus. Et donc par conséquent une stratégie va être de ne pas utiliser dans notre recherche la colonne J avec l'acronyme du token, donc en fait son symbole, mais d'aller chercher plutôt son nom. Des fois, c'est plus pertinent d'utiliser ça. Et donc, au lieu d'utiliser SOL, on pourrait utiliser par exemple le data name, donc Solana. Donc en fait, là, la première fois que vous allez utiliser ça pour un token, vous allez du coup entrer par exemple le tag du token,
Et puis, si vous observez que le tag du token va fonctionner et que derrière vous avez vos informations qui viennent à être ajoutées, eh bien dans ce cas-là, bon bah tant mieux, vous êtes tranquille. Et puis bah, super. Mais si par contre c'est pas rajouté tout de suite et que vous voyez que du coup, malgré la recherche qui est effectuée, bah là ma recherche met du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a plusieurs tokens qui s'appellent de la même manière, donc il va chercher beaucoup d'informations. Et donc bah, derrière, si ça ne s'affiche pas tout de suite, dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est essayer de trouver une autre manière de l'appeler. Alors il y a une petite modification d'ailleurs au niveau de l'API. Moi quand j'ai commencé, jusqu'à il y a peut-être un mois et demi, on pouvait avoir les 10 000 premières lignes. Et là vous voyez que j'ai plus que les 1000 premières lignes, c'est un choix de CoinMarketCap par rapport aux requêtes. C'est ce qui faisait qu'en fait dans notre recherche de tokens, en fait il existait d'autres tokens sur d'autres chaînes qui s'appelaient Ethereum, enfin ETH exactement. Et donc la requête ne faisait pas. Pareil pour Solana. Maintenant j'ai l'impression, vu que comme on n'a pas les 10 000 premières lignes, mais que les 1000 premières, bah, un token qui s'appelle Ethereum, sur les 1000 premières, enfin sur le top 1000 des cryptos, il n'y en aura qu'un seul, ce sera ETH. Donc du coup, je pense que la requête, maintenant, on n'aura peut-être plus besoin de la placer en rouge comme ce que j'allais expliquer, mais juste ETH, ça fonctionnera. On va voir. Pourquoi est-ce que j'avais mis ici du coup dans le nom Ethereum et pas ETH? Parce qu'en fait, tout simplement, comme je le disais, dans le top 10 000 des cryptos, il y avait une autre crypto-monnaie qui s'appelait Ethereum, dont le data symbol était ETH exactement. C'était juste une autre crypto sur une autre chain que Ethereum. Et donc par conséquent, j'avais décidé de faire une requête non pas à son symbole, mais à son nom. Et donc j'avais utilisé non pas la colonne J, mais la colonne I dans ma requête. Et donc si je regarde ici, eh bien en fait on allait chercher C11, donc en fait là où on avait donné le nom qui s'appelait Ethereum, écrit entièrement, et on est allé chercher du coup dans notre feuille la colonne I, on voulait matcher du coup le nom de C11 avec la colonne I, et on cherchait BB qui était du coup la position du token. Bon non, c'est bon, il a trouvé, nickel. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin pour Ethereum de faire cette requête. Bon, pas de problème, tant mieux. Mais pour d'autres tokens, si en l'occurrence vous avez une problématique où votre token ne s'affiche pas tout de suite parce qu'en fait il y a plusieurs tokens qui ont exactement le même symbole, dans ce cas-là vous pourriez très bien faire une requête à autre chose, ne pas l'appeler ETH dans cette colonne-là, mais l'appeler Ethereum. Dans ce cas-là vous ne ferez pas une requête à la colonne J qui est ici, mais par exemple une requête à la colonne I. C'est pour ça que j'ai mis ça en rouge, parce que même si maintenant on n'a plus que 1000 crypto-monnaies dans notre API, et plus 10 000 et donc plein de tokens de merde sont dégagés, en réalité c'est quand même une problématique que vous pourriez avoir. Donc en fait, techniquement parlant, toute la partie qui est hop, ici, c'est une partie qui va se remplir directement. La seule chose que vous allez avoir complété là-dessus, c'est la colonne qui est en blanc ici, et si ça vous fait plaisir, la colonne ici avec l'ATH, le ratio, etc. Bon, alors maintenant que j'ai expliqué comment on fait pour compléter ça, bah, en fait, techniquement parlant, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir le rafraîchir. Et une fois qu'on va rafraîchir du coup nos données, parce que là maintenant le Bitcoin n'est pas à 69 705, le Bitcoin est à presque 70 000 dollars, donc un petit peu plus, 300 balles de plus, et ben derrière on va le rafraîchir grâce à une requête API. Alors pour ce faire, pour faire notre requête API, ce qu'on va décider d'utiliser, c'est qu'on va aller ici dans notre partie extension, et dans notre partie extension, on va aller dans module complémentaire et télécharger les modules complémentaires. Donc ça, c'est la partie de la vidéo d'il y a un an dont je vous parlais à partir de la 12e minute. Vous pourriez directement aller dans cette vidéo, ce sera la même chose. Et on va taper API connector. Alors, c'est un truc qui est extrêmement utilisé, puisqu'en l'occurrence, ici, on a un truc avec 1 million d'utilisations. On va cliquer dessus et on va cliquer sur installer. Donc ça n'installe pas un programme, mais ça va rajouter quelque chose associé à notre compte Google. Donc ici, je vais sélectionner du coup directement mon compte. Je vais autoriser du coup le partage d'informations là-dessus. Pareil pour cette partie-là. Bon, forcément, il faut accepter les données. De toute façon, moi, c'est un compte associé à mon identité dans Bitcoin ou OZF. Cette partie-là, je m'en fiche. Vous voyez que ça a été installé. Super. Et donc maintenant, si je clique sur extension, j'ai un truc API Connector qui est apparu. Et je vais cliquer ici sur Open. Les fois d'après, on n'aura plus besoin de l'ouvrir et de le configurer, on fera juste Refresh. Et donc du coup, je vais l'ouvrir, ça prend un tout petit peu de temps. Et on va avoir directement sur, sur le droite, on va avoir notre requête qui va s'ouvrir. Alors on va cliquer sur Create. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une requête. Alors cette requête, c'est une custom et on va get, donc on va aller chercher les informations et on va devoir rajouter ici notre lien associé à notre requête. Alors comment ça s'appelle, dans la vidéo, en fait ce que je fais c'est que je vous donne directement le lien. Le lien il est présent, le lien de requête il est présent directement ici, http tro-api, etc. Donc on va venir, comme je le montrais dans la vidéo, juste sélectionner ce lien, copier-coller.
Pour pouvoir le trouver, il suffit de descendre et on a ici lien du Google Sheet qui est là. Et donc du coup, on pourra aller juste copier-coller notre lien. En l'occurrence, évidemment, je le remettrai dans les commentaires. Notre lien, il ressemble à ça, pro-api.coinmarketcap, etc. V1, parce qu'on est du coup sur une requête particulière, Cryptocurrency Listing Latest. Et puis, ce qu'on va faire maintenant qu'on a cette partie-là, c'est qu'on va aller rajouter d'autres informations. Et les informations qu'on va rajouter, elles vont être ici dans Headers. Alors au hot, on va laisser comme ça, on ne va pas y toucher pour l'instant. Et puis dans Headers, on va rajouter plusieurs choses. On va venir rajouter des informations par rapport à notre clé API. Alors une clé API, c'est quoi? Bon, déjà, je vais vous montrer à quoi ressemble CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est, bon, vous connaissez, je pense, quasiment tous, c'est un site qui a toutes les informations qu'on peut aller chercher à gauche à droite. Alors peut-être que certains ont déjà essayé de scraper ces données. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, je l'avais fait dans la vidéo il y a 1 an et demi. En l'occurrence, le scrapping ne marche des fois pas. Et donc, par conséquent, moi, je veux une stratégie qui fonctionne tout le temps. Donc, du coup, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais directement aller sur la partie CoinMarketCap/API. Et on va pouvoir, du coup, pour ce faire, se créer un compte et accéder à une requête API, enfin, une clé API qui va nous permettre gratuitement de faire des requêtes. Donc, on va cliquer sur Get API Key Now. Et puis, on va créer un compte avec votre adresse mail. Vous le voulez en basique, donc en gratuit. Vous n'allez forcément pas pouvoir le faire 15 000 fois par jour, mais de toute façon, ce n'est pas du tout pertinent. Ça ne vous servira à rien. Donc voilà. Donc du coup, la création de compte, je ne vais pas la faire. Moi, j'ai déjà un compte que j'ai ici. Et donc en fait, l'interface, c'est la suivante. On a ici du coup sur notre plan basique le nombre de crédits qu'on a par jour, nos dernières requêtes, sur quel serveur on a fait, et puis bon là c'est d'autres informations. Moi ce qui va m'intéresser, ça va être ici la clé API que vous ne voyez pas entièrement, volontairement, et puis de toute façon après cette vidéo je vais la régénérer, comme ça vous ne pourrez pas copier la même. Et donc du coup en fait on va venir copier la clé, et cela va nous être utile. Alors donc on va compléter dans Headers les différentes informations. La première chose c'est qu'il va falloir venir directement donner en fait tout simplement du coup notre API key. Notre API key, on va la mettre ici dans value. Et puis ensuite, dans la partie qui est ici, on va hop, non, j'ai dit une petite bêtise, ça c'est la deuxième chose qu'on va mettre. Voilà. Dans la partie qui est ici, on va mettre accept et on va mettre application/json. Ça c'est une première petite chose. Ensuite ici, dans le deuxième header, on va venir rajouter entre guillemets un tag qui va donner une information supplémentaire. Ce tag, c'est le suivant. Pareil, c'est dans le fichier de notre vidéo d'il y a 1 an, c'est x-cmc, etc. Donc CoinMarketCap Pro API Key. Et donc juste à côté, on a l'API Key associée. Et enfin, la dernière chose qu'on va venir à rentrer, ça va être Key Value. Bon, ça, on va laisser directement en gris. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que notre requête va aller sur ce site-là et va accepter le fichier JSON de notre requête API qui est associée à notre clé. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que bêtement, si on n'a pas de clé API, derrière, on ne peut pas avoir de requête qui va être passée. On peut d'ailleurs s'amuser à faire la même requête, si vous voulez, en JSON. On peut rajouter ici, dans les paramètres qui sont là, point d'interrogation, limite égale 5000. Moi, c'est ce que je faisais. Je prenais, au début, j'ai commencé les 5000, puis après, j'ai pris les 10 000 premières crypto-monnaies. Bon, en réalité, ça n'a pas de sens maintenant. On va avoir un petit message d'erreur parce que maintenant, ils ont décidé de passer comme 1000 premières. Bon, je vais mettre du coup limite égale 1000. Ok. Donc, du coup, on a tout qui est configuré. Maintenant, il va falloir ajouter notre destination sheet. Donc, en l'occurrence, qui sera ni plus ni moins que feuille 1. Donc, on va pouvoir taper feuille 1. On n'oublie pas le mot. Sinon, on peut venir sélectionner set current, mais je ne vais pas sélectionner celle-ci, je vais sélectionner du coup la deuxième feuille que j'ai créée. Et ensuite, en cellule, on va commencer à la cellule A1. Okay, on peut lui donner un petit nom, donc on va l'appeler crypto prices. Ok, et du coup, maintenant, je vais venir à sauvegarder cette requête. Alors cette requête est sauvegardée, et là vous allez voir la force de tout ça, c'est-à-dire que je vais supprimer toute la partie qu'il y a dans ma feuille numéro 1. Donc forcément ça prend un peu de temps, parce que là vous avez 1000 lignes avec près de 60-70 colonnes, voilà. Et donc notre feuille est totalement vierge. Et puis maintenant, tout en continuant à parler pour que vous puissiez voir que ça va se faire automatiquement, je vais du coup lancer notre requête. Je vérifie juste petit à petit que je n'ai pas fait de bêtises. Non, accept application /json, cmc, ok, j'ai mis mon API key, je suis bien dans feuille 1, crypto prices, ok. Donc là, du coup, je vais lancer ma requête la première fois, et puis à la toute fin de cette vidéo, je vous montrerai comment je fais moi quotidiennement
Il n'y aura pas besoin pour les fois d'après de lancer cette petite interface-là. En fait, on ira directement dans Extension, puis dans API Connector, Refresh All. Et du coup, automatiquement, la feuille 1 va se refresh. Donc là, on voit qu'on a une petite barre bleue. Ça prend pour aller quelques secondes. Quand il y avait 10 000 cryptos, ça pouvait en prendre une vingtaine, trentaine. Là, techniquement parlant, en fait, ça se fait très rapidement. On va dire en une petite dizaine de secondes. Et en fait, on va avoir sur cette page-là, hop, voilà, vous voyez que tout est en train d'être écrit. Là, on a déjà une bonne partie de ce qu'on souhaitait. On voulait les 1000 premières. Hop, vous voyez on a déjà 500 cryptos qui ont été écrites. Et petit à petit, en fait, ça vient à faire une requête API via notre clé à CoinMarketCap et ça s'écrit petit à petit. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que ce sera terminé, bon, on le voit, on a la partie bleue là qui est en train d'avancer. Il reste plus qu'une requête pour arriver jusqu'à 1000. Et en fait, automatiquement, on va avoir dans notre database tout qui va être modifié. Par exemple, le prix du Bitcoin qui est en dollars à 69 705. On va voir que du coup, il va être automatiquement refresh. Hop, on est, je pense, à 1000. Ouais, donc il a terminé de faire toutes nos requêtes associées à notre API. Donc c'est pour ça qu'ici, la partie API Connector n'est plus en grisé. Par contre, si je vais dans DB, 69 705, maintenant qu'on a fait la requête API, en fait, il va automatiquement, grâce à la formule qu'on avait écrite ici, aller chercher dans notre feuille 1 l'information du prix de Bitcoin. Donc, il va prendre le token, donc ici qui est en l'occurrence BTC, il va prendre la ligne 1 et il va aller chercher le prix directement de Bitcoin. Et puis bah, voilà, vous voyez ici, tout est passé en NA puisqu'il est en train de faire la recherche. Et une fois que c'est réalisé, le prix automatiquement du coup va être ajouté. Alors, petite particularité, c'est qu'on observe ici que sur notre compte CoinMarketCap, on a maintenant du coup notre requête qui est présente ici. Alors, ne vous inquiétez pas, mon IP n'est pas la mienne, c'est requête serveur, qui était réalisée là-dessus. Comme on a fait une requête sur les 1000 premiers crypto-monnaies, du coup, on a utilisé 5 crédits, et vous voyez qu'on a 10 000 crédits qu'on peut utiliser par mois. Donc, ça vous permet de vous positionner, autrement dit, vous pouvez faire 2000 requêtes par mois. 2000 requêtes par mois, ça fait 70 requêtes par jour. 70 requêtes par jour, ça veut dire que vous faites plus d'une requête toutes les 30 minutes. Donc c'est énorme. En réalité, il n'y a pas besoin de faire ça. Moi, concrètement, par jour, je fais pour aller peut-être maximum deux requêtes, quoi. Généralement, c'est pas le cas. Généralement, je fais une requête tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et vous voyez que maintenant, on a tout qui s'est automatiquement modifié. Et donc, Bitcoin, qui avait un prix de 69 700, maintenant a un prix de 70 300. Alors, pour ce faire, maintenant que notre requête est faite et qu'on a de nouveaux prix, je vais venir sélectionner B jusqu'à O. Alors, si vous ne savez pas comment on fait, on peut soit sélectionner tout comme ça, soit sinon on sélectionne B, on appuie sur la touche Maj, donc la flèche vers le haut qui est à gauche. Alors, c'est pas Maj, c'est pour mettre une seule majuscule jusqu'au haut. Ensuite, je fais CTRL-C, donc pour copier. Et maintenant, on va aller sur notre Excel. On va sélectionner de B jusqu'à O, donc de la même manière que je viens de faire, ou bien juste en prenant de B à O comme ça. Et là, on va pas faire CTRL V, on va coller sans modifier le formatage. Donc, on va faire CTRL Maj V. Enfin, du coup, la flèche vers le haut du Maj. OK. Et automatiquement, tout va venir se modifier. Bon, il y a un petit bug ici, ça m'écrit pas date du jour directement comme ça, OSEF. Et on a le nouveau prix, alors qu'il y a quelques secondes, on était bien, comme je le montre là maintenant, à 69 700. OK. Bon, bah maintenant qu'on a fait ce qu'on vient de faire ça, bah en fait, on a le prix qui vient automatiquement de se modifier là-dedans. Alors, je vais donc terminer ma vidéo en vous expliquant à quoi correspond cet Excel. En fait, cet Excel, c'est ni plus ni moins que en fait, l'automatisation de la recherche d'informations de notre feuille qui s'appelle DB, qui est ici, et qui va aller nous calculer un certain nombre de choses. Alors, on a des commentaires si vous voulez en mettre, la chaîne en question, donc BTC sur Bitcoin, Ethereum c'est sur Ether. Si vous prenez, je sais pas quel shitcoin, du coup, ce sera peut-être sur Ethereum ou sur Solana, ou sur Bitcoin. Le ratio à l'ATH, donc ça c'est ce que je disais juste avant, c'est en fait une requête à notre database, donc par exemple sur Bitcoin, le ratio à l'ATH qui d'ailleurs est un peu con, hein, en l'occurrence c'est pas nécessaire, d'ailleurs je vais rajouter une mise en forme conditionnelle, hop, ici, plus c'est grand, mieux c'est, super. Et bien du coup vous voyez qu'ici il y a 0,97 parce que c'était le calcul qu'on avait réalisé sur notre database. Vous voyez d'ailleurs que là-dedans il n'y a pas de formule, c'est un copier-coller basique, alors que sur notre Drive, sur notre Google Sheet il y en avait un. Donc du coup on a un ratio de 0,97. Bon, c'est pas pertinent pour Bitcoin puisqu'on a déjà dépassé l'ATH, le précédent ATH, mais pour Ethereum ça veut dire qu'on peut espérer si le prix de Ethereum monte à l'ATH dans ce cas-là, donc qui était quasiment de 5000 $, dans ce cas-là on peut espérer encore un fois 1,37. Le gain à l'ATH, bon ça je passe, c'est pas bien compliqué.
compliqué. Est-ce qu'on veut mettre des commentaires sur le fait qu'on veut encore en acheter? Si oui, combien? Tiens, je veux encore acheter plus infini en Bitcoin, etc. L'argent investi, donc ça c'est un truc que vous allez compléter. Donc vous voyez que, bon, comme d'habitude, la nomenclature est la même. Tout ce qui est en blanc est à compléter par soi-même. À part les informations qui sont dans cette là-dedans, qui en fait, techniquement parlant, hop, voilà, je les ai remises en gris, comme ça, voilà. Donc tout ce qui est en blanc est à compléter par vous-même. Tout ce qui est en gris n'est pas à compléter. Le tag, je l'ai mis en couleur, ça devrait être en blanc, mais c'est pour qu'on puisse bien le voir. Donc l'argent investi, c'est à vous de le rajouter. Par exemple, ici, j'ai mis que, par exemple, c'est un exemple, un cas type, imaginons qu'on a investi 15 000 $ sur Bitcoin. Le prix actuel, donc qui vient faire une requête à notre information ici, donc du coup, requête du coup, des 10, puisqu'en l'occurrence, on veut le prix en dollars. Le nombre de coins, qui est en fait la somme de tout ce qu'on a ici, je vais en parler dans 2 secondes. La valeur, donc qui est en fait le nombre de coins qu'on a actuellement multiplié par le prix. Le pourcentage du portefeuille, donc du coup, qui est en fait la valeur qu'on a actuellement sur Bitcoin divisé par le gain total, je vous en parlerai juste après. La répartition du portefeuille. Donc même chose, en fait, on va prendre notre pourcentage et on va venir le représenter. Alors vous voyez que ici on a dans notre portefeuille 12% du SDC puisqu'on a 10 000 USDC sur Binance. On a 84% de Bitcoin puisqu'on a 0,95 Bitcoin sur un hardware wallet et 0,05 sur un wallet Lightning. Et sur Ethereum, on a 4% de notre portefeuille puisqu'on a un Ethereum sur un hardware wallet, par exemple une Ledger. Et donc vous voyez que le 83,80% n'est pas à 100, enfin est à 100% parce qu'en gros il fait la plus grosse. Si on veut que ce soit représenté sous la forme de 100%, hop, comme ça. Dans ce cas-là, on peut le faire comme ça. 100% c'est la totalité, 83% c'est ça. En fait, son schéma, il le fait par rapport à la plus grosse. Donc ce qui est pas si mal parce que ça nous permet de nous positionner et tout. Le gain actuellement, donc le gain ça va être par rapport à l'argent qu'on a investi et la valeur actuellement. Le coefficient, bah, c'est la même chose en fait, c'est associé au pourcentage de gain. Et puis ensuite, on a également le prix moyen d'achat, qui est quand même une donnée qui est vachement pertinente, entre combien d'argent vous avez investi et le nombre de coins que vous avez. Et puis ici, vous avez la partie avec, bah là c'est vous qui allez compléter comme vous le souhaitez, vos différents comptes, wallet, hardware wallet, endroit où vous avez mis, etc. Et donc par exemple, bah, ça c'est quelque chose qu'on va compléter à la main. Tiens, je viens d'acheter de nouveau un Bitcoin que j'ai transféré sur mon hardware wallet, bah ici à la place de 0,95, vous allez écrire, une fois que ce sera fait, 1,95. Et tout automatiquement va être modifié, pareil pour le gain total, etc. Donc du coup maintenant on n'a plus 2 bitcoins, on en a un. Si sur votre USDC vous avez utilisé pour acheter votre bitcoin tout votre USDC, bah du coup ça veut dire que vous n'avez plus du USDC sur Binance, donc il n'y en a plus que 0, donc on va pouvoir quitter ici, et dans ce cas-là c'est réglé. Alors comme vous venez du coup de dépenser vos 10 000 balles pour acheter un bitcoin, ce qui est chelou parce que le prix est à 70 000, mais imaginons que vous avez une très grosse réduction. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'avez plus d'argent investi sur l'USDC, mais que l'argent, vous l'avez investi sur Bitcoin. Et donc, par conséquent, vous aviez votre 15 000 et maintenant, vous venez d'ajouter 10 000. Et donc, par conséquent, automatiquement, comme vous avez maintenant investi 25 000 sur Bitcoin, et bien désormais, en fait, votre prix moyen d'achat est à 12 500, puisque vous avez 2 Bitcoins pour 25 000 balles. Donc, ça veut dire qu'un Bitcoin, son prix moyen est de 12 500. Donc ça, c'est très intéressant, mon prix moyen, d'avoir un calcul qui est réalisé, d'avoir une répartition de portefeuille, d'avoir un coefficient de gain, parce qu'en fonction du coefficient multiplicateur, si vous cherchez à faire du profit et que vous... enfin bref, je vais pas donner mon avis personnel, je vais arrêter là. Derrière, ça peut vous permettre de vous dire, tiens, quand telle ligne, elle arrive à x2, x3, x4, je vends tant de pourcents, etc., etc. Ça peut être très très pertinent. C'est pour ça que j'ai mis dans la mise en forme conditionnelle une nuance de couleur pour pouvoir justement avoir une visibilité là-dessus. Et puis gain à la TH, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le prix actuel, le nombre de coins, et donc du coup par conséquent, en gros j'ai la valeur actuellement là-dessus, et je vais multiplier par le gain à la TH. Bon, ici pour Bitcoin c'est un peu con parce qu'on a déjà dépassé la TH, donc en fait ce ratio n'a aucun sens, je pourrais le mettre comme ça. Mais dans le cas d'Ethereum, bah, en fait ça nous dit tout simplement qu'actuellement j'ai 3600 balles d'Ethereum, c'est un exemple, hein, c'est pas le cas. Donc on a ici dans notre exemple 3600 $ d'Ethereum, et comme le prix d'Ethereum peut faire encore x1,37 pour atteindre son précédent ATH s'il atteint son précédent ATH, ça voudrait dire que potentiellement la ligne serait à 4900 $. Donc ça peut être une projection dans le futur qui peut être pertinente. Et donc du coup, pour terminer, on a l'investissement qui est la somme de tout l'argent investi. L'argent transformé en euros ou en dollars, en fait ça c'est très important, c'est par rapport à l'imposition. Alors si vous n'êtes pas trop au point sur la notion d'imposition,
en crypto-monnaie. Je vous invite à aller directement sur YouTube. Je le mettrai pas en commentaire, je vous laisserai faire vous-même votre recherche. Et puis en l'occurrence, allez sur mon YouTube et j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps qui était tout savoir sur l'imposition des cryptos en 2023. C'est la même en 2024 actuellement. Pas qu'il y ait eu de grande modification. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais j'ai pas mal bossé le sujet, ce qui me permet de vous dire que vous êtes forcément imposé sur 30% de votre plus-value à partir du moment où vous transformez votre crypto-monnaie ou une crypto-monnaie en monnaie fiduciaire. Monnaie fiduciaire, c'est dollars, euros, etc., etc. Si vous décidez de prendre du Bitcoin et de le transformer en un stablecoin, vous n'êtes pas imposable. Un stablecoin n'est pas une monnaie fiduciaire. Si vous décidez de prendre 10 000 balles de Bitcoin que vous transformez en monnaie fiduciaire, alors vous êtes imposable de 30% sur la plus-value. La plus-value, c'est plus compliqué à expliquer. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Regardez la vidéo que je viens de vous montrer. Et donc le gain total, c'est quoi? C'est la somme de la valeur actuellement. Le gain actuel, en fait, c'est finalement entre la différence entre l'argent qu'on a investi et... D'ailleurs, je vais pas mettre 1, je vais mettre... investissement achat total, tiens, allons-y. Donc c'est la différence entre les deux. Et puis ensuite, on a le multiplicateur de gain qui vous permet de dire, tiens, j'ai investi au total 27 000 balles. Maintenant, en fait, j'ai fait x5 ou des trucs comme ça. Ça peut vous permettre de vous positionner si souhaité. Bon, après, forcément, toutes les formules, vous les modifiez comme vous le sentez. Donc en gros, pour conclure, et puis là, je suis dans la dernière partie de ma vidéo. En fait, la grosse plus-value là-dessus, c'est que on ne donne à personne des informations sur notre portefeuille. C'est une comptabilité qui est simple à utiliser, qui, c'est vrai, peut-être peut demander un petit peu de temps au départ lorsqu'on décide de l'utiliser. Moi, à la base, ma comptabilité, j'ai commencé à la faire sur Google Drive, sur un compte Google Drive, donc je sais pas si vous vous rendez compte de la débilité de ça. Et donc, en fait, je me suis dit à un moment, mais c'est pas possible de faire ça, enfin, je suis totalement con. Et donc, j'ai décidé d'arrêter, et j'ai mis n'importe quoi comme valeur, histoire de brouiller un peu les pistes. Et ensuite, je suis passé directement en comptabilité sur Excel. Et là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la manière avec laquelle je fais ma comptabilité. Donc, je vais terminer de la manière suivante, en vous présentant un cas d'utilisation. Comment je fais? Lorsque je rentre le soir, moi, ce que je fais, c'est que je regarde mes notifs sur mon PC. Donc, pour ce faire, je vais d'abord aller faire mes notifs à gauche à droite, sur mes mails et tout. Et puis, à un moment, j'arrive sur mon actualisation de database. Je vais venir sélectionner de B à O. Hop, CTRL-C. Supprimer. Comme ça, on va pas avoir les deux requêtes qui vont se faire en même temps. Puis ensuite, donc là, dans le CTRL-C, CTRL-V, j'ai encore ma page. Je vais donc faire extension API Connector Refresh. Et une fois que c'est fait, je vais venir, du coup, toute cette partie-là est encore sélectionnée. Sinon, je peux revenir la sélectionner si je souhaite. Je vais faire CTRL-V, pas CTRL-MAJ-V, CTRL-V là-dessus. Parce que si je fais CTRL-V, il y a les formules qui viennent se coller aussi. Automatiquement, on voit qu'on a, bon déjà, notre requête, vous avez vu la rapidité, à quel point ça a été facile et rapide. Là, ce qui se passe, c'est que ça va prendre quelques secondes, une petite dizaine de secondes. Et donc là, vous voyez, là, ça y est, en l'espace de quelques secondes, en fait, le fait d'avoir supprimé toute cette feuille, d'avoir juste demandé la requête sur la feuille 1, et ensuite de faire juste une requête là-dessus, nous permet de gagner énormément de temps. Et au bout de quelques secondes, une fois que c'est réalisé, je vais venir sélectionner toute ma plage de données. Et puis comme je suis génial, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça vient de prendre autant de temps. En fait, la raison, la raison, c'est qu'en fait là, il y a plein de requêtes qui servent à rien. Et toutes ces requêtes, elles vont chercher en fait une ligne vide. Et sur cette page, des lignes vides, il y en a des dizaines de milliers. Donc en fait, en réalité, si vous retirez les dernières requêtes, et ben derrière, en fait, ça va être beaucoup plus rapide. Si maintenant je décide de faire la requête ici, hop, je prends donc CTRL-C, supprimer. Bon, des fois, petit bug, faut supprimer 2 fois. Extension API Connector, Refresh All. On va avoir le refresh qui va se réaliser très rapidement. Notre refresh est terminé. On a toutes nos cryptos qui ont été rajoutées là-dessus en l'espace de quelques secondes. Et maintenant, je vais venir CTRL-V, toutes nos informations. Et là, la recherche, elle va être extrêmement rapide, parce qu'en l'occurrence, on n'a que une petite dizaine de recherches à effectuer, avec à chaque fois, c'est vrai, ça fait peut-être une centaine de requêtes query à réaliser, mais ça prendra quelques secondes au maximum. Alors forcément, moins on met de requêtes, donc moins on met de requêtes query et moins on veut de colonnes, et bien du coup, plus rapidement derrière cela se réalise. Une fois que c'est fait, je vais venir sélectionner du coup de B jusqu'à O, CTRL-C. Je vais maintenant aller dans mon Excel,
Hop, ici, je sélectionne de B à O, CTRL, Maj, V, j'accepte. Toutes nos données sont rajoutées et une fois que c'est fait, notre portefeuille est modifié. Voilà, moi c'était une petite présentation de comment est-ce qu'on pourrait finalement utiliser cela. Euh, Évidemment, ce document, ne le partagez pas, il vous appartient, c'est un document qui est privé. Euh, je vais vous partager du coup, d'une part, le lien de mon Google Drive, de telle manière à ce que vous puissiez copier-coller ça. Et derrière, vous aurez juste, vous de votre côté, à aller créer votre extension, créer, oui, on va dire, votre extension API Connector pour pouvoir vous connecter à l'API de CoinMarketCap. Et puis ensuite, je vais vous partager également ce fichier. Alors faites très attention, disclaimer, ce fichier, bon, vous pouvez le créer par vous-même, hein, de toute façon, à chaque fois, vous aviez toujours les formules qui étaient écrites ici. Mais pourquoi je dis attention? Parce que dans un fichier Excel, il peut y avoir des macros. Et les macros, c'est quoi? C'est des petits programmes qui s'exécutent automatiquement. Faites attention, même si je sais que je suis pas un bâtard, donc je vais pas mettre des macros là-dedans pour avoir un trojan sur votre PC. Faites attention parce que derrière, ça pourrait être un motif d'attaque. Donc voilà, à vous de voir si vous utilisez ce fichier, si vous le mettez dans une VM pour d'abord le vérifier, ou si vous décidez de le build vous de votre côté. Bon, évidemment, entre Excel et LibreOffice, vous avez le choix. Les formules ne sont pas exactement les mêmes, mais au moins ça vous permettra de positionner. Mais le fonctionnement restera le même. Voilà. Moi, à chaque fois, je fais ça une fois par jour. Ça me prend quelques secondes, on va dire moins d'une minute. Et puis ensuite, ça me permet de regarder un petit peu les différentes lignes potentiellement que j'ai et de me positionner par rapport à tout ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à poster un commentaire là-dessus en fonction de vous concrètement comment vous faites. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.